Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est officiel, on va attaquer la préparation de cette Mégane 3 RS. Dans les précédents épisodes, vous avez pu voir qu'on a pu constater qu'elle était vraiment en très bon état moteur, très bon état châssis et très bon état intérieur. Donc on a vraiment traité tout l'aspect vérification de la voiture pour pouvoir enquiller sur une préparation légère. Deuxième étape qu'on va attaquer aujourd'hui dans le vif du sujet. Alors bien évidemment, il restera quelques étapes à faire, notamment comme le freinage, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur la partie moteur. Alors comme vous avez pu le voir, on a passé la voiture au banc et elle sortait 315 chevaux. On est tombé des nues, on ne s'y attendait pas du tout, donc elle a déjà été reprogrammée, on a la confirmation. Donc inutile de refaire une vidéo sur la reprogrammation, ça a été très bien fait, on a vérifié, tout est ok de ce côté-là, c'est carré. Donc maintenant, on va la préparer. Aujourd'hui, on va s'attaquer au refroidissement de l'air qu'on aspire dans le moteur. Et pour ça, je souhaite remercier CLM Racing qui m'a envoyé ce magnifique échangeur de turbo pour pouvoir accepter de refroidir une plus grande quantité d'air. Parce que vous l'avez compris, oui, le turbo est en préparation également chez BG Turbo. Donc, vous allez avoir une grosse prépa de fait sur cette voiture-là. Donc, vous allez avoir toutes les étapes et à chaque étape, il va y avoir une vidéo sur le passage au banc pour savoir précisément ce qu'on gagne en fonction de quelle pièce on change. Alors, pour ne pas être influencé, je dirais, par deux éléments, puisque vous l'avez compris lors du dernier passage au banc, on va avoir besoin, pour tirer pleine puissance de ce moteur-là, de changer les injecteurs et les pompes. Si je mets cette pièce-là et que je mets les injecteurs et les pompes, on ne va pas savoir si c'est le gain de puissance pour envoyer l'essence ou si c'est le gain de puissance lié au meilleur refroidissement de l'air. Et dans une prochaine vidéo, on changera les injecteurs et la pompe, on repassera 100% éthanol et on verra ce que ça a apporté d'avoir des injecteurs plus gros et une pompe plus grosse sur cet ensemble. Voilà, c'est vraiment, je vais dans cette série de vidéos vous détailler chaque pièce, un passage au banc, que vous puissiez vous être certain de quel gain va avec quel type de pièce si vous souhaitez tout simplement faire ces modifications à la maison, que vous ayez plus des faux chiffres qu'on peut trouver sur les forums de conneries que certains ont dit. Là, vous allez avoir tout simplement la vérité sur chaque pièce. Pour ça, il va y avoir différents partenaires et aujourd'hui, on va parler de CLM Racing. Donc CLM Racing, c'est tout simplement un spécialiste de la pièce performance, principalement pour les Renault Sport. Et aujourd'hui, ils nous ont envoyé cette magnifique échangeur qui est énorme, qui va aller sur notre préparation avec tout un kit de durite. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de chaque pièce. Cette pièce-là sert à quoi? Le turbo va aspirer de l'air ambiant, qui va être, je vous donne un exemple, à 20 degrés. On va comprimer cet air-là. Quand vous comprimez de l'air, l'air chauffe. Vous prenez une pompe à vélo, quand vous l'utilisez, vous touchez le bas, et bien si vous avez bien gonflé, et ben la pompe devient chaude. Ben, c'est exactement ce qui se passe sur un moteur. On va aspirer de l'air à 20 degrés, le turbo va la comprimer, et quand on comprime de l'air, elle chauffe. Si on envoie de l'air chaud dans le moteur, on va tout simplement baisser son taux d'oxygène. Si on baisse son taux d'oxygène, et ben tout simplement, on a entre guillemets de l'air qui nous sert à rien. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'air, mais si elle est chaude, ben, au lieu d'avoir peut-être 2 fois le volume d'air fraîche, donc en capacité de donner de l'énergie au moteur, on va avoir peut-être que 1,2 plus. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc pour avoir la pleine puissance, on va refroidir cet air-là pour qu'elle passe de 20 degrés d'admission à peut-être 40 degrés quand elle est comprimée et qu'elle ressorte à 20 degrés ou moins. Parce que plus l'air est frais, plus elle a un taux d'oxygène important, meilleure la combustion sera et meilleure la performance sera. Donc le but de cette pièce-là, c'est de venir refroidir de manière optimale de l'air que le turbo aura comprimé avant de l'envoyer dans le moteur. Quand on va passer sur un turbo plus puissant, qu'on va commencer à pousser la puissance, augmenter la pression de turbo, etc., et ben on va avoir un autre problème. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'envoyer 1 bar, on va envoyer peut-être 1 bar 5. Lui, il n'y a pas de problème, c'est de la ferraille, enfin c'est de l'aluminium, aucun problème, ça ne va pas péter. Mais vous avez des durites qui viennent devant pour envoyer vers le collecteur d'admission ou entre le turbo et l'échangeur. Ces durites-là, eh ben enfin pas celle-là, mais sur la voiture, c'est de la grande série. Donc on va essayer de faire quelque chose qui fonctionne, mais de réduire un maximum le coût pour vous vendre la voiture pas trop cher. C'est ce qui se passe. Quand vous préparez votre voiture, il va vous falloir augmenter l'efficacité de ces durites-là, parce que si vous envoyez 2 barres, au lieu d'envoyer une barre, sur les durites d'origine, elles vont faire quoi? Elles vont faire ballon de baudruche. Vous savez, le ballon, quand vous soufflez dedans, il gonfle. Et après, si vous relâchez, il se rétracte. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer avec nos durites d'origine. Si on augmente la pression de suralimentation, nos durites vont gonfler
avant de se rétracter. Ce qui fait qu'on va perdre en réactivité sur la voiture, voire même pire, on peut tout simplement avoir une durite qui explose parce qu'elle n'est pas prévue pour tenir sur cette pression d'air. Donc on va monter des durites renforcées, généralement en silicone, et vous voyez que les durites, elles sont tressées dedans, c'est ce qui va les rendre très solides. Donc on a du silicone plus de la tresse, ce qui fait que les durites vont éviter de se dilater lors de la mise sous pression, et si elles ne se dilatent pas, eh ben on va mieux pousser l'air, pas de risque de casse, meilleure performance. Voilà à quoi va nous servir de monter des nouvelles durites. Étant donné qu'on va faire une préparation dessus, j'ai choisi rouge, on va faire les freins rouges, on va faire tout en rouge et elle sera rouge et gris. Allez les amis, on ouvre le capot et je vous montre un petit peu où est-ce que ça va se passer dans la voiture. Donc là on retrouve notre moteur. Ici on a notre turbo qui va bientôt être changé pour un turbo plus puissant. On a une durite ici. On a une durite métal, donc celle-là il n'y a pas de problème de dilatation qui va aller à l'échangeur. À l'échangeur on va refroidir, donc l'échangeur se trouve sur ce modèle ici, c'est la petite pièce qu'on voit ici. Donc vous allez voir quand on va le démonter, hein, là on passe sur un échangeur qui est 3-4 fois plus gros, donc plus de volume d'air, meilleur refroidissement, matériaux plus nobles, donc on est sur de l'aluminium quand là on est sur de l'acier, donc ça va permettre un meilleur refroidissement, une meilleure dissipation thermique, donc clairement le but c'est de refroidir. On renvoie ensuite l'air dans l'admission via cette durite ici, l'air traverse ce collecteur d'admission, rentre par les pipes, on injecte de l'essence, ça va dans le moteur, boum, et vous connaissez la suite. Donc l'idée, ça va être de venir remplacer toutes les durites, de venir remplacer notre échangeur, et ça va être plus joli et surtout plus efficace. Encore une fois, merci à CLM Racing, tous les liens seront en description de la vidéo, et nous les amis, on attaque la méca. Bon, donc la première étape, on va se faire de la place pour pouvoir accéder aux vis qui sont généralement foutues sous les pare-boues là. Voilà, pour l'accès c'est ok. Maintenant on va défaire la multitude de vis, donc les pare-boues parce qu'il y a forcément des vis ici pour les pattes de fixation, les vis dessus, peut-être des vis dessous. Donc là maintenant qu'on a retiré les fixations, on s'attaque à ces trucs qui sont horribles à retirer là. Ça je déteste retirer ça, c'est chiant. Tu te baises les pattes en plus. Après il y a une petite technique avec une pince comme ça, une pince à couper là. Tu le passes derrière vu que c'est un peu en biseau. Tu chopes le truc et tu tires. Voilà. Et en gros l'idée c'est de le choper comme ça. Ça permet de passer la pince coupante dans les petits stries ici et on fait levier. Bon, c'est une petite technique, je sais pas s'il en existe des meilleures, c'est celle que j'utilise. Donc là, vous voyez, celle-là, on voit bien. Je passe comme ça, tac. Je pince sans forcer, bien évidemment. Et tac. Voilà. Et généralement, on a des petites vis ici, voilà. Donc là, on a deux petites vis qui viennent fixer le pare-choc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est dans un état impeccable. Il n'y a absolument aucune trace de choc d'un potentiel accident. Donc ça, c'est toujours des bonnes nouvelles. Donc là, j'en profite, je débranche les petites prises du nettoyage au xénon. Donc là, je retire les vis du dessous. Donc là, c'est un petit cache qui vient protéger un petit peu les radiateurs. Donc là on regarde un petit peu où est-ce que ça tient potentiellement. Là on voit que c'est bien libre au niveau des phares. Donc à mon avis il n'y a pas de problème. Voilà, donc là on déboîte les côtés. On a une espèce de glissière. Des fois on peut les desserrer un peu. Il faut surtout pas les casser. Hein. Qui étaient bien clipsés, je voulais pas forcer, je voulais vraiment vérifier avant qu'il n'y avait pas quelque chose avec le phare. Parce qu'on va très vite à casser une patte de fixation sur un pare-choc. Et vu que c'est pas rare d'avoir des vis dessous, il vaut mieux être prévoyant. Voilà. Hop là. Ah, donc là j'ai déconnecté les rallonges, hop. Maintenant on va poser le pare-choc proprement pour éviter les rayures. Tac. Maintenant on va passer quelques minutes à regarder un petit peu l'entourage, voir si on a des traces d'accident. Vous savez, c'est une voiture qui a été volée, donc j'aime bien prendre un petit peu de temps pour regarder un petit peu tout ça. Ici on a un petit cache qui permet de rediriger le flux d'air. Il va falloir qu'on dépose la traverse pour l'évacuer. Ok. Bon. Là, on voit que tout est nickel. Il n'y a pas de trace du tout. Ça, c'est vraiment un bon point.
Et surtout, on voit que les plastiques sont d'origine. Donc du coup, si les plastiques sont d'origine, s'ils ne sont pas neufs, potentiellement, ils n'ont pas été remplacés. Ouais, là, on a accès à tout, toute la ferraille. Vous voyez ici, on a toutes les pattes de fixation, de maintien, etc. Il n'y a rien qui a une trace de soudure. On voit bien que c'est dans son jus, ça date de la voiture. Donc ça, c'est plutôt vraiment un bon point. Il y a zéro trace d'accident. Même la traverse, elle n'a aucun choc. Et on voit bien qu'elle n'est pas neuve, la traverse. Voilà. Et bien maintenant, on dépose la traverse. Bon, et ben on va retirer ce fameux cache. Donc ça, vous avez compris, c'est un cache qui permet de concentrer l'air sur les radiateurs. Toc. Voilà, et donc là on retrouve le cœur du sujet. Alors déjà on retrouve un radiateur de clim. Donc là on a radiateur d'eau, radiateur de clim, échangeur turbo. Ça, tôt ou tard, il faudra qu'on le change, je pense, pour l'été prochain, parce qu'on voit très bien que y a au moins un tiers du radiateur qu'on a un coup dans l'aile. Donc ça refroidit moins bien, donc la clim marche moins bien et j'ai pu le constater. Elle fonctionne, hein, mais elle ne fonctionne pas de manière optimum. Mais ce que je ferai, c'est que quand je remplacerai le radiateur de clim, donc je viendrai également mettre un radiateur aluminium gros volume sur le radiateur d'eau. Donc je viendrai changer ça. Pourquoi? Parce que vous le savez, on va lui mettre très rapidement 350 chevaux et j'espère très prochainement dans les 450 chevaux. Donc il va falloir déposer le moteur, il va falloir le forger, mais il va falloir aussi le refroidir. D'où le fait que je vais tout changer en même temps. Bon, aujourd'hui on s'attarde sur le petit en bas. Donc là on va le déposer et ensuite on va pouvoir le comparer avec le nouveau. Donc là on a une durite qui arrive ici, tac, une durite qui arrive ici, donc ça va être plutôt simple. Et ensuite il sort. Voilà, donc là on a la première durite de démonter. Voilà, donc là on a l'échangeur d'origine. Donc si on compare un petit peu, bon déjà avant de comparer, ce qu'on peut voir c'est que son effet, à tous ceux qui me disent ouais c'est n'importe quoi, comment tu peux savoir qu'il fonctionne moins bien sur une vidéo? C'est pas sur une vidéo que je sais qu'il fonctionne moins bien, c'est par habitude. Regardez, le principe c'est que l'air passe dedans, échange thermique sur le métal et que quand toi tu roules, l'air frappe ton radiateur comme ça, l'air le traverse pour refroidir le métal qui lui aura chauffé avec l'air qui aura traversé ton métal. Bon, là tu le vois très bien, avec le temps, la pluie, l'eau, la terre, etc., ça se remplit d'impuretés. Donc l'air ne traverse plus correctement ton radiateur et donc il refroidit moins bien. À ça, tu ajoutes tous les impacts qu'il a eu avec la route, les moustiques, les graviers, etc. Et donc tu abîmes les ailettes, donc mauvais échange. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une pièce qui malheureusement s'use. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, si on compare un petit peu avec la pièce neuve de CLM Racing, voilà un petit peu la différence qu'on a. Donc pour vous résumer un petit peu, ça t'intéresse sur la mécanique? Oh oui, tu es bien la mécanique. Oh là 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 là. On fait un bisou? Bon, allez, fais un bisou. Allez, filme-le. Les gens ils vont pas voir. File. Allez, pousse-toi. Voilà. Donc là, en gros, l'ancien échangeur correspond à peu près à la partie basse. Sauf que là, on a une piètre qualité parce que c'est de la grande série. Là, on a vraiment de la qualité. Ensuite, toute cette partie-là est entre guillemets en rajout. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux refroidir l'air que sur un modèle d'origine de cette taille-là et de cette qualité-là. Donc, amélioration de la qualité. Vous voyez, on passe d'un échangeur à un chien. Non, allez, pousse-toi, Maloute. D'un échangeur petit et de mauvaise qualité à un échangeur gros et de meilleure qualité. Donc, forcément, le rendement va être totalement changé. Donc, maintenant, on adapte et on pose ça. Bon, maintenant qu'on a fait de la place au niveau de l'échangeur, on va démonter tout le système de durite. Alors, il y a une durite qu'on conserve, c'est celle qui repart de l'échangeur direction collecteur d'émission. Par contre, celle qui fait le coup d'ici vers l'échangeur, on la change. Celle qui arrive en bas également sur l'échangeur, on la change. Et celle qui part du filtre à air vers le turbo, on la change également. Donc, on va déposer tout ça, comme ça, on va pouvoir déjà remonter toutes les durites. Alors, allez, viens là, toi. Voilà, tac. Ah bah du coup voilà, rien de mieux que le WD-40 pour les durites. Hop. Voilà, fameux collier que je pouvais pas accéder.
Donc ça en gros c'est ce qui va venir ici. Donc là on va remplacer cette durite là par cette durite là. Alors hop, comme ça. Vous avez déjà vu un bout de barbac collé sur un collier? Je pense que ça va être le moment. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui, désolé. Voilà. Voilà. Hop. Donc là maintenant, on met le coude ici qui va sur l'admission. Voilà. Ça, on peut déjà reposer ça sur la voiture. Voilà. Voilà. Allez, voilà. Ouh. Bon. Là maintenant ça va être remplacé par ça. Donc le capteur ici va venir ici, le capteur là va venir là. Donc maintenant bah il n'y a plus qu'à. Hop. Hop. Tac, donc ça c'est ni plus ni moins qu'un truc qui va renvoyer l'huile. Rien de bien important à vous raconter dessus. On emboîte la bête et l'affaire est pliée. Bon. On change les colliers et puis on repose tout ça. Là du coup ça va être plus sportif parce que du coup c'est plus rigide. Ouais, ça va vraiment donner un petit look plus sportif à la voiture en plus. Tac. Et tac. Donc maintenant les amis, on se réoccupe de la partie échangeur, tout rebrancher, remettre tous les caches. Il y aura déjà une bonne chose de faite. Bon donc là maintenant il faut que je récupère le petit insert ici sur la durite d'origine pour pouvoir remettre cet insert là sur la nouvelle durite pour venir se clipser sur l'échangeur. Donc là on taille ça. Voilà. Voilà, et là la mission c'est de récupérer l'insert qui est dedans. Voilà, c'est cette pièce là qu'on a besoin parce qu'il y a un petit joint ici d'étanchéité. En fait ça vient se brider sur l'échangeur. Ici vous voyez il y a une gorge, c'est pour éviter en fait ça puisse se déboîter. Donc on vient se clipser comme ça, tac, et la bride elle vient ici, pouf, se mettre. C'est pour ça que c'était nécessaire de récupérer cette pièce là qu'on va venir remanchonner. Bon et là je viens remettre l'insert du coup dans la durite, paf. Un petit collier qui va bien. Voilà. Donc là, j'ai mis mon manchon. Hop, je peux repasser là. Nickel. Et bien maintenant tout est ok. Donc on va refixer notre traverse ici. Parce que notre échangeur va venir se prendre. Alors j'ai pas précisément la fixation, mais quelque part sur L et L. Voilà, je pense que nous va être sur le bon axe. Donc il faut que je vienne reposer ça. Là pour l'instant je monte à blanc parce que vous voyez il y a des pattes de fixation ici qui tiennent le phare. Enfin du moins toute la cage du phare. Donc du coup il faut que je monte ça propre pour pouvoir ajuster. Vous voyez on a vite fait d'avoir 2 mm de jeu. Et pareil de ce côté là. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait les petits ajustements de carrosserie. Donc faut pas que je fasse n'importe quoi non plus, sinon ça peut se voir une fois qu'on va remettre le pare-choc. Bon alors là il faut que je coupe la petite patte ici du radiateur d'eau qui permet de maintenir l'échangeur d'origine. Donc là on coupe cette patte là et ensuite on va avoir des tailles à faire dans les écopes d'échangeur. Voilà. Et maintenant quelques modifications à faire sur les écopes. Donc ça c'est les écopes qui vont en fait venir, donc là il y a la traverse qui passe ici, permettre de rediriger le flux d'air
vers les radiateurs. Donc c'est hyper important de les conserver puisque sinon le vent, au lieu de traverser le radiateur donc de clim, d'eau et aussi l'échangeur d'air, et ben il va se barrer sur le côté. En gros, c'est ce qui se passe. Donc on va maintenir le flux d'air grâce à ça pour forcer l'air à traverser les radiateurs. Sauf que notre échangeur étant beaucoup plus gros, celui d'origine passe ici, le nôtre il passe ici. Et étant donné qu'il a déjà ses propres écopes intégrées, ben on va couper la partie échangeur et on va garder la partie radiateur. Donc là, vous voyez, on a toujours ces fameuses écopes que je vous parlais du côté échangeur de turbo. Donc là, j'ai posé l'échangeur, je l'ai maintenu à blanc pour l'instant. J'ai emboîté la durite là-bas, je vais emboîter celle-ci. Voilà, donc là, mes deux durites sont connectées. Là, il ne me reste plus qu'à fixer proprement mon échangeur. Bon, ça y est, là, ça commence à prendre forme. Bien jolie la petite pièce là. Alors, petite astuce de montage à ceux qui regarderaient la vidéo et qui voudraient faire exactement la même chose. En fait, on a la soudure ici qui vient toucher la traverse. Du coup, ça paraît pas logique, mais ici, on a un écart. Donc, entre la fixation et la traverse. Donc, du coup, moi, les cylindres blocs, je pensais qu'ils allaient juste derrière la vis. En fait, non, j'ai appelé CLM Racing, ils m'ont dit c'est tout à fait normal. En fait, les 3 petites rondelles, enfin les 6 rondelles qu'ils fournissent avec, c'est justement pour éviter qu'on ait ces deux matériaux qui se touchent. Donc la traverse et l'échangeur. Donc en gros, petite astuce de montage, il faut bien mettre 3 rondelles entre l'échangeur et la traverse et 3 rondelles entre l'échangeur et la traverse pour justement éviter que ça force sur les soudures. Alors moi, je me suis permis de changer les vis. CLM Racing a fourni une vis qui va très bien. La vis, elle va très bien, mais une fois que c'est serré. Et moi, je galérais à les mettre. Du coup, j'ai mis des vis un petit peu plus longues. J'ai utilisé les rondelles et les écrous de CLM Racing. Par contre, la vis, je l'ai changée parce qu'elle était un petit peu courte à mon sens. Et tout seul, c'était pas facile d'aller mettre la vis, comprimer les rondelles, etc. Donc voilà, petite astuce de montage, si ça peut en aider certains. On a bien vérifié que les durites sont clipsées. Donc là, on va pouvoir remonter tout le faisceau électrique, remonter le pare-choc et puis se rendre directement au passage au banc. On remonte nos petites écopes, donc dessus il y a marqué droit ou gauche. Bien évidemment, c'est quand on est côté conducteur, pas en face de la voiture. Donc là, ma gauche est là, ma droite est là. Donc hop, ça doit se mettre comme ceci. Donc là, vous voyez, en fait, on a la partie qu'on a coupée, elle est incluse dans l'échangeur. Par contre, pour le radiateur de clim et le radiateur d'eau, il est toujours important de venir les placer. Voilà, donc là, on a la petite encoche qui vient se clipser. Tac, sur le radiateur. Voilà. Donc là, la deuxième. Hop. Voilà. Là, on a cette partie-là, pareil, qui va toujours conditionner notre flux d'air. Donc avant de remettre le pare-choc, on y pense bien. Ici, nickel. On vérifie que tout est OK. Tac, j'ai rien oublié. Maintenant, on repose le pare-choc. Donc, il faut bien faire gaffe au-dessous. On ne pas dessous. Voilà. Tac. Après, on enlève ça. Et maintenant, on avance tranquillement. Donc là, on repose toutes les fixations du pare-choc. Et puis après, on va s'attaquer à un petit essai routier, voir si tout est OK. Ouais, bien les amis, ça y est, on a terminé la pose du kit durite, de l'échangeur gros volume. Donc maintenant, direction le banc de puissance chez Johan Coiffier, MCR Performance Normandie. Bien évidemment, tous les liens sont en description de la vidéo. Et de ma part, vous venez, vous avez 10%. Et maintenant, on va voir un petit peu le gain qu'on a eu avec le kit de durite et l'échangeur. Alors en termes de look, ça fait tout de suite plus racing. On voit clairement, on ouvre le capot, on a les durites rouges apparentes, les durites qui plus est beaucoup plus rigides. Et là, quand on est de face,
on voit clairement la voiture, ça fait tout de suite échangeur repeint, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, c'est bien sympathique au visu, on voit que c'est de la qualité. On a bien la jonction des petites ailettes qui vont rediriger le flux d'air, qui sont bien au niveau du pare-choc. Donc vraiment, la qualité d'assemblage de l'échangeur est vraiment très chouette. Maintenant, est-ce qu'on va gagner de la puissance? Est-ce qu'on va gagner de la courbe? Parce qu'au-delà de gagner de la puissance, c'est vraiment d'améliorer, je dirais, la courbe de puissance. Donc ça, les amis, pour nous, c'est demain. Donc pour vous, c'est tout de suite. On se retrouve directement chez Johan. Mais avant ça, on va faire un petit essai routier. Allez, c'est parti. Bon, donc là c'est parti, on se retrouve, on va directement chez MCR Performance Normandie, donc chez Johan Coiffier, passer la Mégane 3 RS au banc et voir combien nous a rapporté de chevaux le kit échangeur avec les durites. Alors premier ressenti, j'ai roulé un peu hier soir avec la voiture, vérifier que les durites ne sautaient pas, etc. Personnellement, je ne sais pas si c'est placebo ou pas, le banc va nous le dire, mais je trouve que la voiture est plus vive. J'ai l'impression que le turbo charge plus fort. Donc ça reste mon avis, je dirais derrière le volant. Maintenant, encore une fois, peut-être que c'est l'effet placebo. Les chiffres vont nous dire la vérité. Donc les amis, direction le banc de puissance. Bon, ça y est, on se retrouve chez Johan. Un petit coucou à la caméra quand même, Johan. Salut tout le monde. Il devient habitué. Donc là, en fait, on va reprendre sur le banc de puissance la première fiche qu'on a eue. Donc la première courbe. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, le banc de puissance avait une erreur et Johan a reçu la nouvelle mise à jour la dernière fois. Donc tu m'as dit il a été appliqué 3,5%. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les anciens résultats, on va ajouter 3,5%. On aura du coup ce qu'elle aurait dû sortir normalement la dernière fois et ensuite on va prendre en comparaison ce qu'elle va sortir aujourd'hui. Donc c'est parti. Allez, go. Voilà. Donc on avait 302 chevaux et 434 newtons. Donc là, c'est deux chiffres, on va ajouter 3,5. Donc 302, je te fais les calculs, 302 fois 0,035, ça nous fait 10 chevaux de plus, donc ça nous fera 312 chevaux. Et le couple 434 fois 0,035, ça nous fait 15 newtons de plus, donc 434 plus 15, 449 newtons. Donc ça, c'est les chiffres de l'ancienne courbe avec la correction du banc. Donc bien évidemment, la correction du banc, ça change les chiffres. C'est pour ça qu'on les calcule et qu'on les répercute. 312 chevaux, c'est ce qu'elle a sorti. Donc là, avec le nouvel échangeur et les durites d'admission, on va voir maintenant ce qu'elle va sortir. Donc on reprend exactement les mêmes réglages. On repart sur la même change chose. Absolument rien. On repart. Et c'est en cinquième. Alors ce qui va être intéressant également de vous le filmer, c'est que quand Johan va faire un tir, je vais aller dans la voiture et on va mesurer la température, la variation de température d'admission parce que l'échangeur va vraiment servir à refroidir l'air qu'on va injecter dans le moteur. Donc normalement, plus l'échangeur est gros et plus il est performant et moins cette température-là doit varier. Dis-moi si je dis les conneries. Ah, c'est exactement ça, voilà. Rien à ajouter. Donc c'est parti, on va faire 3 tirs comme d'habitude, moyenne des 3 tirs et on compare ce qui devra être comparable. C'est parti? Let's go. Allez. Hésité, hein, surtout ici, il faut embrayer. Ah, sinon, elle repart, parce que c'est le pied à fond. Donc, la température, elle est vachement descendue. Déjà, en plein tir, je t'ai descendu à. J'ai pas entendu, excuse. La température d'admission, t'es descendu sous les 25 degrés. Sous les 25? Ouais, sous les 25. Ah, vache, c'est pas mal, hein. Donc là, en fait, l'échangeur, il est à 38 degrés au ralenti parce que là, la voiture, elle est vraiment très chaude. Et en charge, on est descendu sous les 25 degrés. Donc du coup, il fait vraiment bien son taf. 322 chevaux, 451 newtons. Donc on a gagné de la performance. On était à 312 avec la correction. Donc on a gagné 10 chevaux et 2 newtons. En fait, l'explication elle est très simple. C'est que le temps que le turbo il chauffe en bas, enfin ça chauffe pas. L'échangeur d'origine en fait, ça le faisait. Ouais. Mais par contre après on arrive à maintenir une température basse et du coup on arrive à grappiller des chevaux en haut. Sachant qu'on a un problème, c'est que la voiture sature toujours. On a toujours le même problème, injecteur pompe. Donc on a la même saturation qu'on l'avait précédemment. Donc la voiture n'arrive pas à atteindre son régime maximum à cause des injecteurs. Et bien c'est reparti, deux passages. C'est parti.
Bon, 10 chevaux de gagné. Je vais monter dedans. Ouais. Donc là on va voir la température d'admission qui va vraiment baisser très rapidement. Et plus le turbo va charger, plus le flux d'air va être important, plus c'est censé monter. Et donc là l'efficacité de l'échangeur doit faire descendre cette température. Ah, donc là on a vraiment des problèmes de saturation. Ça sature. C'est la galère. Ce qui semble normal en fait, parce que du coup plus tu vas... Ah bah, tu lui en demandes, l'air est plus frais, ça rentre, et l'essence il en faudra plus quoi. Bon alors là en fait le problème c'est qu'on a accentué ce problème de saturation. Pourquoi? Et bah parce que la voiture sort plus de chevaux, donc plus elle sort de chevaux, plus on a besoin de carburant. Et vu qu'à 312 chevaux, on avait déjà un problème de saturation, vous imaginez bien qu'à 320 chevaux, on a encore plus un problème de saturation. Et je sais pas si vous l'avez vu sur le tir là, mais la voiture, passé 5000 tours, elle a galéré quoi. Elle a vraiment hésité, comme si on était sur le rupteur, mais on n'était pas au rupteur. Elle reprenait les tours, elle coupait, elle reprenait, elle coupait, elle reprenait, elle coupait. Et du coup, c'était vraiment pas joli. Mais ça, malheureusement, c'est le problème de saturation. Et je n'ai pas voulu changer les injecteurs et les pompes avant le passage au banc, sinon ça aurait faussé le delta entre l'avant et l'après. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on n'aurait pas cette saturation de carburant, on aurait encore un gain de puissance avec l'échangeur. Parce que là, on est vraiment limité à cause de ça. Puis peut-être que la pompe à carburant, elle chauffe aussi là-dedans. Bah, on en demande à tous les niveaux. Donc, Bon, j'espère qu'on va pas avoir de problème. On va essayer de refaire un tir pour récupérer quelque chose. Mais là, on voit que les limites, c'est vraiment l'arrivée de carburant. Et au premier tir, on était bien, elle a saturé un petit peu à la fin. Là, elle a saturé passé 5000 tours et ça se voit. Elle a saturé trop tôt là. Elle a pas les chevaux et puis même, tu te sens, elle commence à sauter là-dedans. Ah bah, ça secoue hein. Ah donc là on voit bien qu'on est passé de plus de 30 degrés à 27 degrés en pleine charge. Mais on a toujours notre problème de saturation. Et là on n'y peut rien. On est coincé. Je crois que ça va être mort pour aujourd'hui. Hein. Elle va pas vouloir sortir les chevaux. Et là on peut même pas dire on va essayer avec du sans-plomb dans la essence. Vu comment c'est la crise partout, le flux de carburant. Oui, parce qu'on tourne cette vidéo-là en pleine pénurie de carburant. Là, donc l'idée d'aller chercher du sans-plomb pour faire un plein de sans-plomb pour résoudre le problème, on oublie. On oublie. Sinon la vidéo on la tourne dans 15 jours. Ouais, 5100 tours et après on n'a plus rien. Après ce qui est logique parce que plus on va tirer, plus la pompe à carburant va chauffer parce qu'on lui demande, 110% de ce qu'elle est capable de donner. Elle est sollicitée. Donc du coup à chaque fois, à chaque tir, on lui en demande un peu plus. C'est même un coup franchement à ce qu'elle lâche. Hein. Elle pourrait nous lâcher qu'on lui en voudrait pas. Peut-être même qu'elle commence, voilà. C'est ça, elle commence à dire attention j'ai mal quoi. Parce que là elle doit chauffer sévère, donc on voit on a fait 520 chevaux, 520 ou 522 chevaux au premier, 522 chevaux au premier. Ouais. Après on a fait 510 à la merdée totale, là à la merdée totale elle a sorti 517, du coup on n'est pas sur un truc bien stable parce que le carburant il arrive pas quoi. Le premier tir c'est là où elle a moins merdé, hein. Je pense que la pompe commence à chauffer. Hein. La pompe elle dit laissez-moi tranquille. C'est quoi, on va laisser tourner 5 minutes comme ça. Prochaine vidéo, promis, on change les injecteurs et la pompe pour plus être emmerdé. Et je pense que le gain va vraiment être accentué du coup avec la pompe et les injecteurs. Ouais. Bon en tout cas les amis, ça se termine. Résultat, on est passé à 322 chevaux sur le meilleur tir, sur celui qui n'a pas trop merdé 317. Donc on dira qu'on est à 320 chevaux, on a gagné 10 chevaux avec le kit échangeur et les durites. Donc ça fonctionne. Ça va dans le bon sens. Voilà. C'est ça. Donc du coup, une chose est sûre, c'est que le test fonctionne, l'échangeur fonctionne, apporte environ 10 chevaux. Peut-être même plus, mais du coup, nous on est limité avec la pompe, donc impossible de vous faire un test objectif dans les conditions. Et le problème, c'est que le prochain test, ce sera injecteur gros débit et gros injecteur. Du coup, on ne saura pas si c'est les injecteurs et la pompe qui ont apporté un gain ou si c'est l'échangeur. Donc malheureusement, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Et même sans parler de chevaux, ça va dans le bon sens. Parce que la température, elle redescend bien, donc l'échangeur fonctionne. C'est ça, même si on ne parle pas de puissance de chiffres,
on voit bien, vous avez vu quand je vous l'ai filmé, la température elle chute instantanée dès que tu mets sous pression, quoi. Donc voilà, et ben un grand merci à CLM Racing qui nous a fourni ces pièces-là. Johan, un grand merci à toi qui nous permet de mettre des chiffres sur des pièces. Au moins on sait de quoi on parle. Voilà. Donc les amis, un grand merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Également ses réseaux et son lieu de travail si vous souhaitez, passez vous aussi vos voitures au banc, il y a moins 10% pour la communauté. Et donc bien évidemment les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification sur les prochaines vidéos sur cette Mégane 3 RS. Allez à la prochaine, ciao.